Plus de 5000 participants sont inscrits à cette édition hybride du Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Lancée depuis le vendredi 3 septembre, cette conférence a réuni les gouvernements, sociétés civiles, les peuples autochtones, scientifiques et entreprises afin de stimuler les actions visant à répondre aux défis environnementaux et de durabilité les plus pressants de cette époque, y compris la phase de récupération post-pandémie Covid-19 et les crises de la biodiversité et climat. La nature décline plus vite que jamais dans l'histoire humaine, avertissent les experts. Un déclin souvent qualifié de 6e extinction des masses qui met en péril les conditions de l'existence humaine sur Terre, comme l'ont montré récemment les catastrophes climatiques à répétition, souligne Emmanuel Macron. Donc le combat pour la biodiversité, il est aussi un élément qui permet de répondre aux conséquences du dérèglement climatique et d'avancer là aussi plus rapidement. Ces combats sont des combats indispensables pour non seulement la bonne santé de la planète, mais pour la survie des peuples autochtones. Et donc se battre pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, c'est se battre pour ces peuples qui, pendant des siècles, parfois des millénaires, ont préservé ces espaces que la mondialisation a bousculés. Certaines ONG militantes pour l'environnement sont motivées et ont salué la ferme décision des participants d'accepter de voter une série d'émotions, dont une déclaration finale qui devait porter sur la place de la nature dans des plans de relance économique post-Covid, une nouvelle stratégie mondiale de la biodiversité, un plan d'action mondial pour les espèces et la contribution de la nature à la lutte contre les changements climatiques. La Terre possède des écosystèmes irremplaçables, riches en carbone et en biodiversité. En protégeant ne serait-ce qu'une petite fraction de ces zones humides, forêts tropicales et mangroves, nous pourrions protéger notre faune, notre air, notre eau, notre nourriture, nos emplois et notre climat. Selon les renseignements de l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus du tiers des requins sont menacés d'extinction à cause de la surpêche et de la destruction de leur habitat. Les organisateurs attendent également que ces échanges guident vers un développement de nouveaux objectifs et mesures pour un avenir durable et sain pour les populations et la nature. Dans cette mise à jour, environ 600 espèces ont été réévaluées et les principaux changements se trouvent parmi les requins. Davantage d'espèces sont répertoriées comme menacées, c'est-à-dire 37%. La dernière fois que les requins ont été complètement réévalués, c'était en 2014 et environ 33% d'entre eux étaient menacés, ce qui signifie que les requins et les raies sont de plus en plus menacés d'extinction. Si un long que ces congrès de l'UICN marque une étape importante avant les conférences cruciales des Nations Unies sur la biodiversité et le climat à Kunming et à Glasgow. La dernière mise à jour de la liste rouge de ces congrès rendus publics fait état de 37 480 espèces animales et végétales menacées de disparition dans le monde, soit 28% de la totalité des espèces étudiées. Ainsi, 41% des espèces amphibiennes sont également aujourd'hui menacées d'extinction dans le monde. Pour les organisateurs, cette mise à jour de la liste rouge des espèces menacées permettra de prendre des mesures pour pallier aux méfaits climatiques qui ciblent le monde. Le Synchronicity a organisé un mini congrès à Kinshasa en marge de celui de Marseille. En effet, du 3 au 10 septembre 2021, s'éteindra le mini-sommet en marge du Congrès mondial de la nature qui a ouvert ses portes en France. Plusieurs acteurs de la conservation et ceux qui évoluent dans le domaine de l'environnement se sont retrouvés à Kinshasa pour partager leur expérience sur la problématique de la conservation. Quant aux participants du mini-congrès de Kinshasa, ces derniers vont suivre en direct les travaux de Marseille et y apporteront leurs contributions. Parmi les participants à ces assises se trouvent notamment Synchronicity Earth et ses partenaires. Il est de rappeler que l'approche de Synchronicity Earth consiste à apporter un appui aux petites organisations locales à travers les subventions soutenues par les bailleurs de fonds engagés et de consultants locaux ayant différentes expertises pour accompagner les partenaires dans la mise en œuvre de leurs subventions. Notons par ailleurs que les partenaires de Synchronicity Earth en RDC interviennent sur les thématiques variées, notamment la foresterie communautaire, les eaux douces, la conservation des espèces endémiques et l'agriculture durable. Venus de différentes villes de l'Afrique du Sud, de médecins d'origine congolaise ont été mobilisés pour apporter leur expertise dans leur pays natal.
Cette mobilisation a été faite par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, au cours d'un échange organisé à Johannesburg. À en croire le ministre, cette démarche est la meilleure pour enfin matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de l'amélioration des soins de santé en RDC. Si nous arrivons à donner le paquet essentiel de base, nous allons résoudre beaucoup de choses. Et pour y arriver, il faut que nos hôpitaux, notre système sanitaire soit capable de répondre à la demande de la population en termes de santé. Donc nous devons avoir l'offre des soins suffisants. Et pour ça, il faut renforcer la clinique, renforcer le diagnostic avec le matériel et les équipements adéquats. Ce médecin congolais attend compter sur l'apport de ses collègues pour renforcer son équipe de riposte contre les épidémies récurrentes et les grandes endémies qui menacent la santé de la population et réaliser la couverture santé universelle. Un programme qui sera rendu possible à travers la réhabilitation, l'équipement des hôpitaux ainsi que l'amélioration des conditions de personnel médicaux, infirmiers, médecins et administratifs. Nous avons fait face à la grève des médecins. Nous avons heureusement trouvé une voie de sortie avec l'amélioration en termes des primes que nous avons proposées autour de un ajout de 320 000 francs pour le médecin junior jusqu'à 640 000 pour le médecin senior. Nous voulons mettre des laboratoires de haut niveau sur toute l'étendue de la République pour que nous puissions aider suffisamment notre population au niveau sanitaire. Le ministère de la Santé joint cette perspective à son partenariat qu'il a noué avec la firme internationale Philips afin d'équiper les hôpitaux en imagerie médicale, en scanner et échographie, dans le but d'administrer le soin approprié à la population sur l'ensemble du territoire national. Ils sont de membres des organisations de la société civile de la province de Mai-Ndombe ayant pris part aux travaux des mécanismes de gestion de plaintes et règlement de conflits causés auprès de peuples autochtones dans l'espace Mai-Ndombe. Pour les responsables de l'environnement, ressources naturelles et développement, NRD, leur mission porte sur la mise en œuvre de plans d'action en faveur de peuples autochtones dans les zones de santé cibles du programme de développement du système de santé dans cette même province. Donc la mission de RND dans ce contexte porte sur la mise en œuvre des plans d'action en faveur des peuples autochtones dans la zone de santé cible du programme de développement du système de santé dans les provinces de Mai-Ndombe, dans la zone de santé d'Inongo et de Pendjoa et de Chwapa dans la zone de santé de Monkoto. Voilà la mission que nous avons. C'est une mission de facilitation. À en croire le représentant du chef de division provinciale de la santé Mai-Ndombe, ces assises amélioreront la prestation de services de santé, par extension le renforcement basé sur la performance dans les structures sanitaires ciblées. Les présents ateliers portant sur le lancement et mise en place des mécanismes de gestion de plaintes et de règlement de conflits dans la zone de santé d'Inongo est donc une opportunité de plus pour les actions mises en œuvre par le projet PDCS dans notre province. Opportunité que nous saluons chaleureusement dès lors qu'elle vise spécifiquement nos frères autochtones pygmées. Dans son speech, les représentants à l'intérim de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe a pris l'engagement d'accompagner et appuyer ces processus qui visent à l'amélioration des soins de santé de ses administrés dont le peuple autochtone pygmée. En tant qu'autorité provinciale, nous allons d'abord prendre des dispositions pour accompagner les partenaires qui se sont lancés dans ce travail. Nous devons les accompagner, nous devons leur faciliter ce travail-là et pourquoi pas les soutenir aussi financièrement. Donc nous sommes en train de préparer une intervention financière pour que cette activité soit une réussite totale.
Il est à noter que ces activités sont exécutées dans la province de Mai-Ndombe et sera mise en œuvre dans les zones de santé du Nongo et Pendjoa où l'on retrouve le peuple autochtone pygmée. Après plus de 18 ans, la voie de l'avenue Bongolo va de nouveau être macadamisée. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, qui a donné le coup de pioche pour le début des travaux de réhabilitation et de modernisation de ces tronçons. Les travaux de l'avenue Bongolo porteront principalement sur la réhabilitation partielle et totale de la chaussée revêtue, la réparation des ouvrages d'assainissement afin d'améliorer les conditions de mobilité des personnes et de leurs biens ainsi que de booster le développement économique tout en facilitant les échanges. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la continuité des actions que j'ai entreprises face aux promesses vous faites lors de mon avènement à la tête du gouvernement provincial. En effet, les Quinoises et Quinois avaient placé en ma modeste personne la confiance dans un programme dont l'idée maîtresse se résume dans Kinshasa au Péto. Jean-Denis Ngobila réitère son engagement envers la population quinoise. Un engagement qui consiste à construire des routes secondaires et transversales dans le souci de réduire sensiblement les embouteillages. Les habitants et usagers de ces tronçons ont exprimé leur joie par ces mots. L'avenue Bongolo est sali plus de 10 ans. Cette avenue n'a jamais été réhabilitée. C'est aujourd'hui que cette avenue vient d'être réhabilitée par le gouverneur Jean-Denis Ngobila. Ça fait un grand plaisir, un joie pour Batunabiso ya Kalamute de Nene Bisabatuke. Bon, et c'est comme il presque projeté. Après le lancement des travaux, le premier citoyen de la ville a effectué une visite d'inspection sur les ponts Bongolo. Ici, les travaux de réhabilitation de l'avenue et ceux du pont Bongolo, séparant les quartiers Yolo Nord et les quartiers Kimbangu dans la commune de Kalamou, se poursuivent et voici les résultats. Ce projet de construction du pont Bongolo est exécuté par l'entreprise Modern Construction, financée par l'hôtel de ville de Kinshasa dans le but de désenclaver cette route qui relie plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Ce pont ici, c'est un pont qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre. Aujourd'hui, je pense que les travaux ont suffisamment avancé. On a réalisé plus de 60% des travaux du nouveau pont Bongolo. Il a été donc construit de fond en comble. On a commencé donc avec la fondation. Et aujourd'hui, on a posé les tabliers. Et j'aimerais informer aux Quinoises et aux Quinois qu'on ne va pas seulement faire le pont. Il y a également le canal à faire sur la partie Bongolo et l'école de navigation. Il n'y avait pas de canal. Et dès que le pont est terminé, même avant la fin des travaux des ponts, on commence la construction du canal. On fait également des chaussées qui vont rejoindre l'avenue Victoire et le parc. Les parcs pour un RDG pour les enfants ainsi que les adultes. Et à part le canal, le déchaussé, il y a aussi un deuxième pont en aval de l'autre côté. Je pense que c'est un projet très important et qui entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, Kinshasa d'abord, qui veut que le peuple puisse se retrouver avant que les dirigeants se retrouvent. En ces jours, nous pouvons lire la satisfaction des habitants et usagers de ces tronçons. Nous avons beaucoup souffert à cause de l'eau. Nous avons beaucoup souffert. Chaque pluie, je vous dis, chaque pluie, nous sommes inondés. Chaque pluie, nous sommes inondés. Mais grâce au rendu à Dieu, il a suscité une personnalité qui a songé à ces quartiers ici, dans la commune de Kalamou. Je suis très content. Si en que ces travaux qui avaient débuté en mai et d'une durée de 24 mois, ces ponts sera en béton armé haut de 120 mètres, du niveau du sol, d'une largeur de 7 mètres et d'une longueur de 12. Avec 1500 mètres, cette route part du rond-point Yolo Médical sur l'université jusqu'à la route Kassavubu dans la commune de Kalamou.